Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Va-t-on vers l'ouverture d'une session extraordinaire? Élément de réponse dans ce journal. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République dénonce une inertie des autorités pour ce qui est du respect du calendrier des prochaines élections territoriales. Le FDR alerte sur les risques du report et exige des concertations immédiates. Les agents sous-traitants de la Sonatel ont paralysé leur secteur hier. Ils réclament leurs arriérés de salaire et des contrats à bonne et due forme. Menacent même de durcir le temps dans les prochains jours. Nous allons parler également de la pharmacie nationale d'approvisionnement Sen-Pena qui alerte sur plus de 28 milliards 300 millions de francs CFA de créances publiques, dont plus de 15 milliards liés à la dialyse. Ces impayés fragilisent la trésorerie de l'institution. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. En titre, une section extraordinaire pourrait se tenir dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Ce mercredi, une réunion du bureau du Parlement avait été convoquée par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, sans préciser l'ordre du jour. Mais le débat s'ajoute sur les propositions de loi et l'ouverture d'enquêtes sur plusieurs dossiers. Le point avec Ibrahim Khalil Djema. L'Assemblée nationale pourrait entrer dans les jours à venir dans une nouvelle séquence politique. Suite à la convocation du bureau de l'institution par son président Ousmane Sonko, les débats s'agitent déjà sur une probable ouverture d'une session extraordinaire. Il y a quelques jours, un journal de la place annonçait déjà l'imminence du début des hostilités au sein de l'hémicycle. En tout cas, la convocation de cette réunion semble conforter cette perspective, même si aucun ordre du jour officiel n'a été jusqu'ici communiqué. D'ailleurs, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs d'une session imminente du Parlement. Cependant, reste donc à savoir si cette initiative intervient à la demande du président de la République ou relève d'une démarche propre au président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko. En toile de fond, plusieurs dossiers sensibles attendent d'être examinés, des propositions de loi ainsi que des demandes de création de commissions d'enquête parlementaires figureraient déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale. Conformément au dispositif en vigueur, Ousmane Sonko avait saisi le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour recueillir son avis sur ces différentes initiatives. Le délai fixé de 10 jours prévu pour cette consultation est désormais arrivé à expiration. Toutefois, une interrogation demeure. Le chef de l'État a-t-il effectivement répondu? Et si tel est le cas, quel est le contenu de son Et l'Assemblée nationale peut être convoquée en session extraordinaire à l'initiative de son bureau à la demande de la majorité des députés ou encore sur sollicitation du président de la République. C'est ce qu'a rappelé le député Oumar Sy qui apporte également des précisions sur le cadre juridique encadrant ces sessions dont la durée ne peut excéder 15 jours. Les explications de l'honorable député Oumar Sy au téléphone de Djibril Niane. L'Assemblée nationale a une session ordinaire unique qui s'ouvre au mois d'octobre pour être clôturée le 30 juin. Mais en plus de cette session ordinaire unique, l'Assemblée nationale a la possibilité d'ouvrir une ou des sessions extraordinaires selon les conditions suivantes. Cette session, l'ouverture d'une session extraordinaire peut être retenue sur décision du bureau de l'Assemblée nationale ou bien sur demande écrite de plus de la moitié des députés. Cette lettre est adressée au président de l'Assemblée nationale avec un
un ordre du jour pour demander l'ouverture d'une session extraordinaire. Ça peut aussi émaner du président de la République ou du Premier ministre qui peuvent saisir l'Assemblée nationale pour demander l'ouverture d'une session extraordinaire selon un ordre du jour déterminé. Si par exemple le président, l'exécutif veut faire passer en tout cas des projets de loi, oui, ils ont la possibilité, même si nous sommes en dehors de la session ordinaire unique, de demander à l'Assemblée nationale d'ouvrir une session extraordinaire pour que les travaux puissent se faire selon les dates indiquées. La durée de cette session extraordinaire ne peut pas dépasser 15 jours. Maximum, c'est 15 jours. Mais il peut arriver qu'on ouvre une session extraordinaire dont la durée valable est de 15 jours, mais que les travaux se terminent au bout de 7 jours, par exemple. Et là, il faut clôturer la session parce que simplement l'ordre du jour qui avait fait l'objet de son ouverture est terminé. Moi, je crois que c'est tout simplement ce qu'il faut comprendre. Mais par exemple, si on ouvre une session extraordinaire et que les travaux sont terminés, la session est clôturée et que le besoin d'ouvrir une nouvelle session est là, il faut effectivement refaire la même procédure pour qu'une nouvelle session extraordinaire puisse être ouverte et que les travaux se déroulent suivant un délai maximum de 15 jours. Et en plus bref, le Front pour la défense de la démocratie de la République a haussé le ton sur la question du respect du calendrier des prochaines élections territoriales. Selon la conférence des leaders, ce jour, le Front n'a cessé d'alerter depuis plusieurs mois déjà sur les menaces pesant sur le respect de la date des prochaines élections territoriales. Le ministre de l'Intérieur, alors en fonction en charge des élections, répondant à un courrier du Front en date du 6 mars 2026, avait assuré que le scrutin se tiendrait dans les délais prévus en application de l'alinéa 1er des articles L236 et L269 de la loi électorale, ajoutant que le président de la République était dans les délais pour signer le décret y afférent. C'est ce qu'affirment les membres du Front pour la défense de la République. Le Front exige ainsi le respect du calendrier électoral. Nous parlons de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption. OFNAC a clôturé le 31 juillet 2026 le dépôt des déclarations de patrimoine de tous les assujettis sénégalais. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'institution note un volume important de dossiers reçus et elle annonce la publication le 10 août des listes provisoires des assujettis et des défaillants. Une liste définitive sera publiée plus tard après contrôle de conformité. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Les agents sous-traitants de la Sonatel ont paralysé leur secteur hier, dénonçant les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent face à la presse. Ils réclament leurs arriérés de salaire et des contrats en bonne et due forme. Ils menacent ainsi de passer à leur deuxième plan d'action si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Je vous propose de suivre leur porte-parole. Il s'appelle Paul Makati Badian. Il est joint au téléphone par Ibrahim Khalil Djemé. L'objectif de cette rencontre, c'est de sortir dans un premier temps pour dénoncer ce que vivent les techniciens du Sénégal en général concernant leurs conditions de travail. Il y a pas mal de techniciens qui sont là, qui n'ont pas déjà de contrat. Un contrat de travail, c'est la base minimale pour un travailleur. Tout travailleur de pouvoir entrer dans ses droits. Deuxièmement, il y a aussi les conditions de travail. Parmi les conditions de travail, il y a l'absence de sécurité. Par exemple, un technicien qui fait un accident, il se prend lui-même en charge. Il y a aussi l'absence de sécurité sociale et aussi des plans de carrière. Nous, les techniciens du Sénégal, nous n'avons pas un plan de carrière. Le hic qui a déclenché ce mouvement de grève, c'est la baisse des prix d'intervention. La baisse des prix, Sonatel, de façon unilatérale, il prend des décisions et les impose aux sous-traitants. Nous dénonçons ces ajustements de la Sonatel, mais aussi de ses sous-traitants. On ne va pas se laisser faire. Cependant, nous tendons la main à la Sonatel, qui est le premier responsable. À défaut, on a décrété 48 heures de grève. À compter d'aujourd'hui jusqu'à demain, ces 48 heures peuvent être renouvelables.
Les locaux de l'agence, les travailleurs licenciés dénoncent des renvois qu'ils jugent abusifs intervenus après 6 mois de chômage technique sans salaire. Ils lancent un appel aux autorités afin que leur situation soit prise en charge. Le collectif pointe du doigt le directeur général Malick Gaye et réclame un audit indépendant et exhaustif de la gestion financière et technique de l'AGETIP. Selon Amadou Gueye, ex-travailleur de l'agence, seule une enquête transparente permettra d'établir les responsabilités et d'apporter des solutions sur la situation de l'AGETIP. Amadou Gueye est joint au téléphone par Khalifa Ababakar Fall. Aujourd'hui, par une procédure que nous jugeons, sans prétention de prendre la place du tribunal que nous saisirons, illégale. Première recommandation de la loi, si aujourd'hui vous reconnaissez qu'en tant que top management, vous avez échoué dans votre stratégie, vous avez échoué dans tout ce que AGETIP avait réussi, au moins respectez la loi. Si vous voulez faire un licenciement pour motif économique, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu, mais essayez au moins, avec diligence, de trouver des alternatives pour sauver des emplois. S'il y a quelqu'un qui doit partir aujourd'hui, c'est lui qui doit aller se reposer, d'autant plus qu'il a fait 11 ans à la tête de l'AGETIP. À la place de trouver des alternatives, par exemple, vous pouvez proposer un chômage technique partiel, vous pouvez proposer la réduction des salaires, vous pouvez proposer un redéploiement, par exemple. Mais à toutes ces solutions-là, lui, il a préféré immédiatement mettre les gens en chômage technique. Et attention, non pas sans salaire seulement, mais sans préavis. Vous vous levez un bon jour, vous dites non, le BTP ne marche pas, donc licenciement pour motif économique. Où sont les preuves? L'AGETIP est géré par 2 ou 3 personnes. Personne d'autre n'a de l'information. L'autre argument, c'est quoi? Non, avec le changement de régime, voilà, les choses ne marchent plus. Comment vous pouvez mettre des chefs de projet dont le Sénégal a besoin pour lutter contre ce chômage qui est à plus de 20%, vous les mettez en chômage technique? Est-ce que ça c'est cohérent? En ce moment, vous laissez vos filles, vos neveux et tout, qui sont à l'agence. Pourquoi vous ne commencez pas par vous-même? Pourquoi vous ne réduisez pas votre train de vie qui est arrogant, qui est vulgaire par rapport à ce que nous vivons comme situation économique? Donc, raison pour laquelle nous demandons à l'État d'auditer tout ce qui se passe à l'AGETIP, mais de l'auditer avec les vrais acteurs. Alors, le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise salue la décision du ministre de la fonction publique et du travail, Mamadou Lamine Dianté, de surseoir aux demandes d'explication adressées à 179 agents de l'administration publique. Son coordonnateur, Oumar Dramé, appelle toutefois les autorités à privilégier la concertation et le dialogue social tout en plaidant pour un changement de paradigme dans la gestion des relations entre l'État et les agents publics. Oumar Dramé est joint au téléphone par Khalifa Ababakar Fall. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise salue la décision de Monsieur le ministre de la fonction publique et du travail, M. Mamadou Lamine Dianté, de surseoir aux demandes d'explication adressées à 179 agents de la fonction publique annoncées lundi dernier. Cette posture d'apaisement est la nature à préserver un climat social serein au sein de l'administration. Le SIAS encourage le ministre à poursuivre dans cette dynamique d'ouverture et de dialogue et à privilégier la pédagogie, l'écoute et la concertation avant toute mesure administrative. Dans un esprit de responsabilité partagée, le collectif appelle solennellement à l'ensemble des agents leur devoir de respect des règles qui régissent le service public. Par ailleurs, le SIAS réaffirme le sens du devoir et la qualité du service rendu doivent guider donc chaque agent, le respect des horaires et des procédures de mission assignées qui n'est pas une option mais véritablement qui est le socle de la crédibilité de notre chère administration. Et enfin, le collectif demande à l'État de changer de paradigme au lieu véritablement donc de mettre en œuvre l'approche de contrôle. Il doit mettre l'accent sur la performance, l'efficacité pour l'atteinte des résultats concrets.
Nous allons parler de la pharmacie nationale d'approvisionnement Sen-Pénan qui traverse une situation financière préoccupante. L'intersyndicale SAMES alerte sur plus de 28 milliards 300 millions de francs CFA de créances publiques, dont plus de 15 milliards liés à la dialyse. Ces impayés fragilisent la trésorerie de l'institution et menacent même l'approvisionnement en médicaments essentiels. Les syndicalistes appellent l'État à agir rapidement pour sauver cet outil stratégique de la souveraineté sanitaire du Sénégal. Et je vous propose d'écouter le docteur Ibrahim Ba, il est le secrétaire général du SAMES, section Sen-Pénan. Il est joint au téléphone par Sira Béatrice Ndion. L'intersyndicale de la Sen-Pénan souhaite quand même attirer l'attention des autorités publiques, des partenaires du secteur de la santé et de l'opinion nationale sur les situations financières et organisationnelles particulièrement préoccupantes que traverse aujourd'hui la Sen-Pénan. Il y a un an de cela, je pense qu'on avait fait le même communiqué par rapport aux créances de l'État qui est à hauteur de 25 milliards, mais aujourd'hui l'ardoise quand même a pratiquement évolué, qui est à hauteur de 28 milliards 364 millions 471 079 francs. Ouais. Les principales causes de ces créances sont quand même des programmes insuffisamment financés. Les programmes nationaux de santé jouent un rôle essentiel dans la protection des populations. Toutefois, lorsque les crédits budgétaires alloués ne couvrent pas les besoins réels en médicaments et produits de santé, la charge financière est reportée sur la Sen-Pénan. Cette situation crée un cercle vicieux. L'institution continue d'assurer sa mission de service public et la politique de l'État au prix d'une dégradation progressive de sa situation financière. Les retards de remboursement des budgets alloués, les programmes de dialyse constituent aujourd'hui la principale source de tension financière. Son montant est de 15 milliards aujourd'hui sur la dette globale. L'accumulation des créances et des retards de remboursement affecte aussi gravement la trésorerie de la Sen-Pénan et réduisent sa capacité à renouveler ses stocks et honorer ses engagements contractuels à investir dans l'amélioration des performances. Cette situation critique compromet la relation de la Sen-Pénan avec ses fournisseurs face à des retards de paiement chroniques. Les fournisseurs se montrent aujourd'hui inflexibles et vont jusqu'à suspendre les livraisons, menaçant directement la continuité d'approvisionnement, occasionnant des ruptures de stock. De nombreux recrutements hors plan sont venus alourdir la masse salariale, accentuant la pression sur les équilibres budgétaires de l'entreprise, des compétences et de l'organisation du travail. Garantir une politique de recrutement fondée sur les besoins réels de compétences et de mérite et de la transparence. L'intersyndicale SAMES réaffirme sa disponibilité à participer à tout cadre de concertation constructif visant à identifier des solutions durables. Et en ce moment, la tension monte à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. La Fédération nationale des étudiants de l'UNCHEC brandit la menace d'un mouvement de grève dans les prochains jours au cœur des revendications. Près de 2000 nouveaux bacheliers qui n'ont toujours pas reçu leurs outils informatiques indispensables au démarrage de leur formation, alors que même les enseignants ont déjà commencé. Les étudiants dénoncent également les lenteurs administratives qui, selon eux, effacent la qualité et le déroulement de leur parcours universitaire. Face à cette situation, ils interpellent les autorités afin qu'une solution durable soit trouvée aux difficultés récurrentes de l'enseignement supérieur numérique. Sambala Tanji Gora est le président du mouvement Beno. Il est joint au téléphone par Djibril Niane. À l'UNCHK, chaque étudiant, chaque nouveau bachelier qui vient à l'UNCHK avec une UVS, on lui remet une machine et aussi un modem de connexion avec la carte. Donc chaque promotion normalement a droit à ça et c'est l'État qui procure ça à l'université pour qu'elle puisse distribuer ça aux étudiants. Maintenant, cette année, ils étaient plus de 25 000, donc en tout cas environ 25 000 étudiants. Il y en a qui ont reçu et d'autres n'ont pas encore reçu. Bon, je pense qu'il y a plus de 1700 ou bien 2000 étudiants qui n'ont pas encore reçu leurs outils de travail. C'est-à-dire les 250 pour se procurer un ordinateur, cela ils n'ont pas reçu. Et les cours ont démarré sans que ces étudiants ne reçoivent leurs outils de travail. Donc là, c'est un souci. On a demandé des explications, on n'a pas reçu. On a reçu ni un communiqué venant de l'université, ni un communiqué venant aussi de l'État. Donc, face à cette situation, on a décidé d'aller en grève. Donc, cette grève-là, on va l'arrêter. En tout cas, on va le faire jusqu'à ce que l'État, en tout cas, nous donne des informations claires qu'on peut communiquer à nos étudiants. Parce qu'en ce moment, il faut qu'on communique avec nos étudiants. Mais vu qu'on est dans l'incertitude, ce qui n'est pas normal, on est allé en grève. Donc, c'est ça qui fait l'objet de notre grève. En tout cas, ça sera une grève continue. Tant qu'on n'a pas eu d'audience avec le ministre pour qu'on puisse expliquer la situation, on ne compte pas arrêter la grève. Parce que là, je pense qu'on est à bout. Donc, on a attendu pendant à peu près une année. Ils n'ont pas encore commencé leur cours. Arrivé à ce stade, jusque-là, eux, ils n'ont pas reçu leurs outils de travail. Donc, c'est vraiment un problème qui doit être résolu dans les plus brefs délais. Pendant que nos camarades étudiants, eux, ils nous dépassent une année. Nous, on est là toujours à traîner. Alors qu'on dit que c'est une université numérique. Et qui parle d'université numérique, c'est-à-dire on doit répondre à notre nom. Ça doit être l'université la plus rapide que les autres.
Alerte à Podor, le niveau du fleuve Sénégal continue d'augmenter selon les relevés hydrologiques effectués hier à 8 heures à la station de Podor, qui est d'Elhadji Boubou Sall. Le fleuve a atteint une cote de 3,41 m contre 3,38 m la veille, soit une hausse de 3 m en 24 heures. À la même période en 2025, le niveau était de 3,36 m, ce qui confirme une montée légèrement plus importante cette année. La cote d'alerte fixée à 5 mètres n'est certes pas encore atteinte, mais les autorités appellent les populations riveraines à faire preuve de la plus grande vigilance. Elles recommandent notamment de surveiller étroitement les enfants et le cheptel à proximité du fleuve. Les services compétents assurent un suivi permanent de la situation et invitent les populations à respecter les consignes de prévention durant toute la période de l'hivernage. Cette brève met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale nous mène en Guinée-Conakry, la Guinée qui demande officiellement à la France la restitution du crâne de Bokar Biro et de 3 de ses proches, son frère, son père et son chef de guerre. C'est ce qu'annonce sur la radio France Internationale le ministre guinéen de la Culture, Moussa Moïsila. La demande a été déposée le 27 juillet. Bokar Biro était le dernier almami de l'État technocrate du Fouta Djallon. Il était à la fois le chef politique et religieux de ce qui est devenu une région de la Guinée. Au Nigeria, à compter du mois de septembre, le salaire des soldats nigérians sera revalorisé de 30% à 80% selon les grades. La mesure qui intervient à quelques mois de la présidentielle de janvier vise à soutenir l'armée nigérienne qui fait face à une grave crise sécuritaire. C'est un geste pour encourager les forces armées au Nigeria. Le gouvernement vient d'annoncer une augmentation salariale des militaires qui interviendra au mois de septembre et qui portera leur masse salariale annuelle à 924 milliards de francs CFA de Naira, près de 600 milliards d'euros contre un peu plus de 400 millions actuellement. Aujourd'hui, Israël a annoncé la mort de 2 soldats réservistes de son armée au cours des combats dans le sud du Liban contre les Hezbollah pro-iraniens. La veille, toujours dans la région, le président iranien a affirmé que la communication avec le guide Mojtaba Khamenei, qui n'est pas appelé en public depuis sa nomination en mars, était très difficile en ce moment. Depuis le 4 août, le Liban et Israël ont remis les négociations à Rome, en Italie, sous l'égide des États-Unis, et doivent se conclure ce jeudi-ci où les pourparlers portent sur l'accord cadre signé en juin qui prévoit notamment le désarmement du Hezbollah et la fin des opérations militaires israéliennes menées dans le sud du Liban. Cela n'a pas empêché Israël d'annoncer qu'en réponse à une violation flagrante du cessez-le-feu par l'organisation terroriste Hezbollah, l'armée israélienne a commencé à mener des frappes ciblées sur le sud du Liban dans son communiqué. À présent, c'est la page sportive de cette édition de 7 heures. Le sport le matin sur Solo Média, c'est l'affaire de la Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Ndiaye, bonjour à toutes et à tous. Afro-basket U18 en homme, le Sénégal fait son entrée en lice ce soir. Oui, vous l'avez dit, ce sera donc face au Rwanda à 17h exactement, un match important pour les Lionceaux qui leur permettrait de mieux aborder la compétition et de gagner en confiance avant donc d'aborder la Tunisie et le Cameroun pour son dernier match de poule. Je rappelle que donc le Sénégal fera son entrée en matière ce soir à partir de 17h, Fatou Abdoulaye. Et il faut donc le dire, chez les filles, le Sénégal a raté son entrée en matière face au Cameroun. Le pays hôte, les Lions sont carrément passés à côté de la plaque, lourdement défait par le Cameroun 61 à 30 hier au Palais des Sports à Abidjan. Les filles dominées de bout en bout n'ont jamais réussi à inverser donc la tendance, malheureusement. Et au sortir donc de cette défaite, le sélectionneur Malik Bachir Diop a regretté
la prestation de ces jeunes. Le coach n'a pas caché sa déception et a promis de réagir très vite. Dans ce groupe, le Sénégal tentera de se relancer face à la Tunisie vendredi. Battu, je rappelle donc, lors de son premier match par le Nigeria 54-50. Et toujours en basketball, le tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Los Angeles 2028. Cheikh Sarr a publié une liste de 13 joueuses pour poursuivre leur préparation. Oui, vous l'avez dit, Cheikh Sarr, le sélectionneur, donc, a procédé à une nouvelle réduction de son groupe en vue des préparations, en tout cas des Jeux Olympiques, ou en tout cas du tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Los Angeles 2028. À l'issue de cette étape de préparation, 13 joueuses ont été retenues pour poursuivre donc la préparation avec l'équipe nationale féminine du Sénégal. 5 joueuses ont été réduites. Il s'agit donc de Mathilde Diop, de Victorine Thiaw, Awa Fane, Fatou Pouy, Aïcha Ndour ainsi qu'Aminata Ly. Pour rappel, Fatou Abdou Ndiaye, le tournoi de préqualification FIBA aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 se déroulera du 17 au 23 août à Guadalajara. Ce sera donc exactement au Mexique. Et nous parlons football. Après les limogeages de Pape Thiaw à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, Souleymane Diallo devrait assurer l'intérim des Lions en septembre. Et c'est donc en attendant la nomination de nouveau sélectionneur, la Fédération sénégalaise de football du Sénégal, bien entendu, en tout cas, devrait confier les rênes des Lions à son directeur technique national, Souleymane Diallo. Une information donnée par nos confrères du journal du quotidien sportif Record. Dans sa parution de ce mercredi, Souleymane Diallo devrait assurer l'intérim lors des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Prévu en septembre prochain, le Sénégal débutera sa campagne à domicile face au Mozambique avant de se déplacer en Éthiopie quelques jours plus tard. Souleymane Diallo prépare déjà la liste de ses lions pour septembre. En attendant donc, bien sûr, plus d'informations qui seront certainement données par la Fédération sénégalaise de football. C'est la fin de cette page sportive, Fatou Abdou Ndiaye. Merci beaucoup, Alamine Senghor. Le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse avec bien sûr Alamine Senghor. Élections territoriales et le financement de la Banque mondiale sont 2 sujets au menu des quotidiens ce matin. À la une du journal, donc sur le quotidien, la relance de l'économie, la Banque mondiale au secours de Dakar avec 340 milliards de francs CFA, nous informent mes confrères. Le journal Vox Populi également parle de ce financement de la Banque mondiale à l'État du Sénégal. Retour en force des bailleurs multilatéraux. 340 milliards de la Banque mondiale et 20 milliards de la Banque africaine de développement. Un nouveau cadre de partenariat avec la Banque mondiale pour structurer la coopération pour les 10 prochaines années à venir. Eh bien, le journal, au-delà du journal, au-delà du journal Vox Populi, le quotidien, Le Point en parlait également de cette Banque mondiale, 340 milliards de francs CFA pour accélérer les priorités stratégiques du Sénégal. L'image du représentant de la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest et centrale et de l'autre côté, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qu'il a donc reçu hier au palais présidentiel. Un nouvel appui de 340 milliards de francs CFA affiche le quotidien national Le Soleil. Le ministre de l'économie, des finances et du plan, Cheikh Diba, et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, ont signé hier donc à Dakar 3 conventions stratégiques dédiées d'abord à l'agriculture, ensuite au transport et surtout à la résilience économique. C'est pourquoi le journal parlait également ce matin de financement de la Banque mondiale en faveur donc du Sénégal. Le quotidien Réumi également parle de ce financement de la Banque mondiale à l'État du Sénégal, l'agriculture, les transports, l'emploi. Le Sénégal décroche 340 milliards auprès de la Banque mondiale. Le quotidien Réumi également parle ce matin à sa une des élections territoriales à venir. Le FDR, le Front pour la défense de la République, dénonce le dilatoire de Diomaye et exige des concertations. Parallèlement, le quotidien à sa une parlait également de l'organisation des élections locales. Diomaye dans le brouillard à 5 mois de la fin du mandat des élus locaux. Pas de décret de convocation du corps électoral. Le FDR demande une concertation publique
la société civile en accord avec l'opposition ce matin. Donc, le journal Vox Populi parle surtout de cette élection territoriale ou de ces élections territoriales. Le FDR dénonce une volonté manifeste de report du fait du scrutin. Le Front exige une concertation immédiate. Aucune circonstance autre que la volonté politique partisane n'impose le report à une autre période de l'année 2027. Oumar Sarr et compagnie préviennent contre l'incertitude et la confusion. Et surtout, on risque de déboucher sur une prolongation illégale des mandats des élus territoriaux. Autre quotidien qui parle également de cette élection, de ces élections territoriales. Il s'agit donc du journal Yor Yor ce matin qui parle